18h15 à Niamey, bienvenue fidèles auditeurs et téléspectateurs, c'est l'heure du forum du studio Kalangu. Vous nous écoutez à travers un réseau de 52 radios et 7 télévisions partenaires dans tous les 8 régions du Niger. Quel impact de la consommation du tabac sur la santé? C'est le thème du forum autour duquel nous allons débattre aujourd'hui. Selon l'Organisation mondiale de la santé, à l'échelle mondiale, 1,3 milliard de personnes, soit environ un quart des adultes, fument la cigarette. La consommation de la cigarette continue d'augmenter dans les pays en développement sous l'effet de la forte croissance démographique et du marketing offensif de l'industrie du tabac. Au Niger, selon une enquête réalisée par l'Institut national de la statistique en 2016, la prévalence du tabagisme était de 6,6% avec 10,7% chez les hommes et 1,5% chez les femmes. Un vrai problème de santé qui a conduit le gouvernement du Niger à adopter une loi anti-tabac depuis 2006. Que referme cette loi? Qu'en est-il de la mise en application de cette loi? Comment les spécialistes de la santé définissent le tabagisme? Quel impact sur la santé des fumeurs et des non-fumeurs? Comment prévenir le tabagisme, surtout en milieu scolaire? À ces questions et à bien d'autres que notre émission va porter. Et pour ce faire, nous avons invité au studio M. Inoussa Saouna, président de SOS Tabagisme, de M. Aliou Samna, secrétaire général du syndicat national des enseignants de base, et du Dr Suleiman Halidou, pneumologue. Je suis Rafika Attaher à la modération. Tout d'abord, merci chers invités de vous rejoindre à nous sur ce plateau. Monsieur Halidou, nous allons commencer par vous. Qu'est-ce que c'est que le tabagisme? D'accord, merci pour la parole. Merci aussi pour l'invitation. Nous remercions le studio Kalangu. On peut définir le tabagisme comme une intoxication aiguë ou chronique au niveau psychique et psychologique provoquée par l'abus du tabac. Ce n'est rien d'autre que la consommation du tabac, l'habitude de fumer. Mais de cette définition, il faut retenir deux types de tabagisme. Le tabagisme actif, où c'est l'individu qui fume, qui s'intoxique lui-même, et le tabagisme passif, où l'individu est exposé à la fumée de la cigarette, il n'est pas fumeur. C'est important de distinguer ces deux types de tabagisme. Il faut savoir aussi de façon globale que nous avons plusieurs formes de tabac, que ce soit le tabac enrôlé, tabac sous forme de cigarette classique que nous avons, et le tabac électronique et ce phénomène nouvel qu'on appelle aussi la chicha, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent que la chicha, ce n'est pas une forme de tabagisme. C'est important qu'on mette l'accent, surtout dans notre contexte, par rapport à la chicha. Elle est plus dangereuse même que cette forme de cigarette que nous fumons de façon globale. Et quand je veux faire un peu... si on part un peu sur le plan scientifique, par exemple, il y a des études qui ont démontré, il y a une étude américaine, ils ont essayé de comparer la chicha à la cigarette. Quand vous fumez la chicha, donc le fumeur de chicha inhale 125 fois plus de fumée que celui qui fait la cigarette, 25 fois plus de goudron que celui qui fume, 25 fois plus de nicotine que celui qui fume la cigarette ordinaire et 10 fois plus de monoxyde de carbone. Et selon l'Office français de tabagisme, ils ont déclaré que la fumée d'une chicha délivre autant de monoxyde de carbone que 15 à 52 cigarettes, autant de goudron que 27 à 102 cigarettes. Donc, de façon classique, vous voyez que la chicha elle est plus dangereuse que même la cigarette classique que nous connaissons. D'accord. Voilà. La consommation du tabac continue d'augmenter dans les pays en développement sous l'effet de la forte croissance démographique et du marketing offensif de l'industrie du tabac. Si les tendances actuelles se poursuivent, le tabac causera la mort de plus de 8 millions de personnes par an d'ici 2030 et plus des 3/4 de ces décès auront lieu dans les pays à revenus faibles selon l'OMS. Monsieur Saouna, le Niger fait partie de ces pays à faible revenu. Comment se présente la situation du tabagisme actuellement? Merci beaucoup et merci au studio Kalangu pour cette invitation.
Alors, affirmatif, ce que vous venez de lire comme étant une statistique de l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, le Niger n'échappe pas à cette situation malheureuse, parce que le Niger est d'abord en particulier un pays où la population est très jeune. Et on sait aussi que c'est la consommation du tabac commence d'abord très jeune. Alors, vous avez dit que c'est d'abord lié à notre démographie, mais aussi lié à l'agression marketing de l'industrie du tabac. Je vais ajouter un autre point. C'est lié surtout au manque d'engagement politique dans nos pays en voie de développement, où jusque-là, les politiques n'ont pas pris conscience de la dangerosité du tabac sur la santé de manière générale. Le docteur vient d'expliquer un peu ce que ça représente en termes de situation. Mais je vais vous dire que, et le docteur va me confirmer plus tard, la cigarette, elle est directement ou indirectement responsable de plus de 24 maladies. Un tel produit n'est pas un produit normal. Il tue 1 sur 2 de ses consommateurs. Et donc, au moment où les pays développés, qui étaient et qui le sont aujourd'hui, les producteurs du tabac, où se trouvent les grandes industries du tabac, ils ont compris que ça décime leur population. Depuis aujourd'hui une trentaine d'années, ils se sont engagés dans l'adoption des mesures de restriction, ce qui est en train de créer une tendance inverse. Au Niger, la situation, vous savez, il n'y a pas une étude générale pour avoir tout à l'heure les références que vous avez données. Je connais bien cette étude. Elle n'a eu lieu qu'à Niamey et uniquement dans les collèges. Mais il n'y a pas une étude, mais on le sait de manière générale qu'aujourd'hui, comme dans tous les autres pays en voie de développement, la cigarette est un phénomène. Mais le docteur vient de dire, le deuxième phénomène aujourd'hui, qui est plus dangereux, c'est la chicha. La chicha qui est perçue comme étant quelque chose qui n'est pas de la cigarette, alors qu'elle est plus dangereuse que la cigarette. Il vient de donner les comparaisons. Mais cette même chicha, aujourd'hui, bénéficie du même acceptation sociale que la cigarette a bénéficié il y a 50 ans. Quand vous remarquez dans l'histoire, il y a 50 ans, fumer est perçu comme quelque chose de jovial, de jeunesse, d'émancipation pour la femme, etc. Aujourd'hui, j'ai vu que même à des cérémonies de mariage, aussi et au vu des parents, vous avez les jeunes filles comme garçons qui se partagent le bouquet de la chicha. Et la chicha, en dehors de sa dangerosité qu'il vient de citer, c'est quand même un objet de transmission des infections. Parce que c'est le même truc buccal que vous êtes en train de vous partager, ce qui est un danger excessif. Et je pense qu'on a toujours compris que la chicha est un produit du tabac et il doit être traité comme tel. Des mesures ont été prises, malheureusement elles ne sont pas en application. On va y revenir comme vous l'avez précisé. D'accord. Monsieur Saouna, comme vous avez écouté le président de l'association SOS Tabac, il dit que l'enquête en 2000, l'enquête a été faite dans les milieux scolaires. Qu'en est-il de la situation aujourd'hui? Bien, merci. Permettez-moi d'abord de te remercier et de remercier le studio Kalangu et ses partenaires, vraiment pour vos efforts inestimables qui s'inscrivent dans le cadre de la sensibilisation, de l'éducation et de la formation civique. Je ne peux pas dire mieux que les deux qui sont des spécialistes dans la matière, et en disant simplement que au niveau des écoles, c'est là où la situation elle est plus grave. Parce que vous savez, de plus en plus donc, dans notre pays, je parle particulièrement du Niger, donc les jeunes garçons au premier abord, puis maintenant accompagnés par les jeunes filles malheureusement, parce qu'avant vous savez que voir une jeune fille avec cigarette ou bien même chicha qui est moderne, c'était vraiment une honte pour toute la famille. Bon, maintenant de plus en plus au niveau de l'école, au niveau des écoles, au niveau de nos écoles, et nous sommes en train d'assister vraiment à la destruction des mœurs, des valeurs, et nous sommes en train d'assister à des pratiques
pas du tout correcte. Et c'est dans ce cadre que nous voyons la progression et nous assistons impuissamment au développement donc, du tabagisme dans nos écoles. Aujourd'hui, donc, quand vous jetez un coup d'œil, que ce soit donc, au niveau des collèges jusqu'au niveau des lycées, l'université, ça, il y a pire que cigarettes. Il y a autre chose que souvent auxquels les jeunes s'adonnent. Donc, l'école maintenant est devenue en fait vraiment le milieu de la propagation donc, de ce fléau, malheureusement. Or, nous pensons que dans notre pays, l'école devrait constituer vraiment un frein, vraiment pour que la population puisse comprendre, que les jeunes qui n'avaient pas eu la chance puissent vraiment comprendre que la cigarette, que le tabac, n'est-ce pas, n'est pas une bonne chose. Mais malheureusement, au niveau de nos écoles, nous constatons de plus en plus que les jeunes s'intéressent à ça. Quelqu'un dira certainement que c'est la contagion. Quelqu'un dira que ce sont peut-être les médias, c'est la technologie moderne, quelqu'un le dira. Mais nous disons simplement que c'est un problème d'éducation. C'est vraiment un problème d'éducation. Nous avons failli dans l'éducation de nos enfants. Et que ce soit, je parle de nous, parents d'élèves, que ce soit au niveau donc, politique, comme mon frère Samuel l'a dit tout à l'heure, on sait que dans notre pays, la politique vraiment anti-tabac n'est pas une politique ferme. Or, dans beaucoup de pays, on constate une régression. Pourquoi? Parce que les autorités politiques se sont engagées vraiment à faire en sorte que ce fléau puisse être combattu. Malheureusement, au Niger, l'école est devenue le milieu d'excellence. Oui, quelle catégorie justement de ces élèves consomment le plus le tabac? Ben, écoutez, avant, quand on essaie de faire la comparaison de la situation actuelle et de la situation de cela 10 ans, moi, je suis tenté de dire que les jeunes filles le consomment le plus. Et pourquoi je l'ai dit? Simplement parce qu'il y a de cela 10 ans, c'était seulement les jeunes garçons, vraiment les lycéens les plus, ces jeunes qui se sentaient la jeunesse. Vous savez, à certains moments, quand on sent qu'on est jeune, les jeunes garçons étaient les plus qui le faisaient, mais de plus en plus, les filles n'ont plus honte. Et c'est même un plaisir et souvent, elles se concurrencent même dans de telles pratiques de consommation de cigarettes. Et on pense que oui, qu'on est branché, comme ils le disent. Malheureusement, c'est pas branché, mais disons que c'est une perte. Elle marche vers la ruine, malheureusement. D'accord. Monsieur Saouna, il a parlé du milieu scolaire. En général, quelles sont les catégories de personnes qui consomment le plus le tabac? Ok. En général... Ça, on a constaté avant que les fumeurs, c'est à partir du collège. Alors, en 2020, nous avons fait une expérience. On a organisé des sensibilisations dans un certain nombre de complexes où il y a des classes du primaire. Et je me souviens bien, c'est moi qui faisais l'exercice. Quand je viens dans les classes du CM2, j'ai posé une question. Je demande dans la classe de me citer les marques de cigarettes qu'ils connaissent. Pratiquement tous les élèves connaissent les marques de cigarettes, mais ils connaissent beaucoup plus chicha. Et je demande maintenant à chacun d'écrire sur un bout de papier, oui ou non, s'il a l'habitude de fumer, mais de venir me le déposer sur le bureau. Parce que si je dis aux gens de lever leurs mains, personne ne va lever. J'ai dit, tu écris à ton âme et conscience, est-ce que tu as touché une fois la cigarette? Et tu viens, tu me déposes sur le bureau. À l'époque, c'était une sensibilisation qu'on a fait avec la coalition de lutte contre les maladies non transmissibles. Quand on a fait le dépouillement, c'est horrible. Plus de 80% des enfants disent que oui, ils ont fumé. Je ne vais pas citer les noms des écoles, mais ce sont des écoles connues. Et puis, ce sont des écoles où les enfants sont issus de la classe moyenne, pour ne pas dire de la haute classe. Est-ce que vous voyez? Donc vraiment, c'est un phénomène aujourd'hui qui n'a pas de limite. En dehors des élèves? Oui, c'est-à-dire, je vous disais qu'avant, c'est au collège que les gens commencent à toucher la première fois à la cigarette. Mais aujourd'hui, cet exercice qu'on a eu a prouvé que ça commence maintenant dès l'école primaire. Alors, quand tu viens au collège, ça va être autre chose. Aller vers le lycée jusqu'à l'étudiant, ça, c'est vraiment, c'est répandu. Et c'est répandu pourquoi? De plus en plus, les parents sont devenus tolérants. Aujourd'hui, les gens, je parle en tant que parent, on est désarmés face à nos enfants. On les a tellement adoubés que maintenant, c'est eux les chefs, c'est nous les petits.
Et je voulais dire quelque chose. Savez-vous que la loi anti-tabac du Niger qui date de 2006, avec 2 autres arrêtés, interdisent la vente des cigarettes dans les écoles et dans un rayon de moins de 1000 mètres carrés. Autrement dit, quand il y a une école, personne ne doit vendre la cigarette, ni devant la porte, ni à l'intérieur, ni autour de ces écoles-là. Malheureusement, cette disposition, dont les responsables des établissements ont en charge d'appliquer, ne l'appliquent pas. Cette loi, oui. Qu'est-ce qui pousse justement, qu'est-ce qui explique la consommation abusive, cette consommation abusive du tabac? Et je vais vous dire quelque chose. Nous, en tant que spécialistes du plaidoyer, on n'a même pas utilisé le mot abusif. Abusif veut dire que tu abuses. C'est la consommation de cigarettes. Il n'y a pas d'abus. Dès que tu consommes, c'est une destruction. Il n'y a pas un seuil normal de consommation de cigarettes. Donc, il n'y a pas d'une consommation abusive. Il y a juste une consommation de tabac. Quand tu fumes une cigarette, tu te détruis. Quand tu fumes 1000 cigarettes, c'est la même chose. Tu te détruis et tu détruis ton environnement. Donc, il n'y a pas d'abus. C'est vraiment l'action de fumer, l'habitude de fumer, c'est ça qu'il faut considérer. Et c'est répandu parce que il y a des dispositions de restriction, on va y revenir. Maintenant, c'est de créer les conditions pour qu'elles soient appliquées. D'accord. Quand ils prennent conscience des dangers du tabac, la plupart des fumeurs veulent arrêter de fumer. Est-ce que vous prenez ces genres de personnes en charge à votre niveau, docteur? Je vais revenir un peu par rapport à la question et par rapport à ce qui a été dit de façon globale. C'est de comprendre que vraiment c'est un problème de santé publique. Avec tout ce qu'on a dit, avec ces données qui ont été données, c'est un véritable problème de santé publique. Il l'a dit, c'est la seule substance autorisée qui tue un consommateur sur 2. C'est la première cause de mortalité évitable. Et 1/3 des fumeurs ne toucheront pas leur retraite. Nous, par rapport à ça, pour faire un peu le point, on a fait une étude, c'est-à-dire on a pris de 2017 à 2020. On a essayé de comprendre quelles étaient les causes, quels sont les facteurs liés au décès des patients qui décèdent dans notre service de pneumologie. Et on a enregistré à peu près 156 décès. Et ces 156 décès représentent à peu près 12% de nos patients hospitalisés. Maintenant, quand on part en profondeur, quelles étaient les causes de ces décès? Parmi ces 156, je peux prendre par exemple, il y a 10 patients qui sont décédés de ce qu'on appelle la bronchopneumopathie chronique obstructive post-tabagique. C'est ça qu'on appelle BPCO. C'est l'une des maladies les plus connues dues à l'inhalation de la fumée qui, un peu plus tard, va faire en sorte que le patient aura des difficultés pour respirer. Et 6 de nos patients sont décédés de cancer bronchopulmonaire. Dieu merci, maintenant au Niger, on arrive à diagnostiquer ces genres de pathologies. Mais pire, la tuberculose représente la principale cause de décès. Et parmi ces patients, 80 sur les 156, 82 avaient la tuberculose. Et sur les 82 qui avaient la tuberculose, nous avons plus de 70% qui ont un âge compris entre 25 à 30 ans. Et parmi eux, au moins 30% sont des fumeurs. Et l'étude là a montré qu'il y a un lien statistique entre le décès et le tabac. Donc c'est un peu pour revenir à ça. Et par exemple, moi, je suis pneumologue, je suis un peu spécialisé en tabacologie, c'est-à-dire on aide les patients à arrêter de fumer. C'est ça qu'on appelle l'aide au sévrage tabagique. On le fait timidement. On le fait tant bien que mal en fonction de nos moyens, mais il faut dire que la prise en charge coûte un peu plus cher ici au Niger parce que la dépendance, c'est la nicotine qui donne la dépendance, c'est la nicotine qui permet aux fumeurs de ne pas arrêter. C'est la nicotine qui va créer des troubles quand la personne va essayer d'arrêter. Donc, on essaie de donner ça sous forme de patch, c'est-à-dire c'est des formes de colle qu'on colle au corps, ou bien sous forme de gomme. Ces substituts nicotiques sont très chers ici au Niger. Quand tu veux, pour un mois, ça va tourner dans les 40 à 50 000. Par exemple, moi, dans le suivi de mes patients, il y a 5 patients que je suis régulièrement qui peuvent payer. Et puis bon, ça c'est aussi, il faut dire, ils ont les moyens. Donc, on fait plus de la psychothérapie, si on peut le dire ici.
et on suit les patients comme ça se doit voir. Mais c'est vraiment timide. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on peut les aider aussi à arrêter de fumer. Donc nous, à chaque contact, à chaque consultation, à chaque hospitalisation, quand la personne est fumeur, on lui propose l'aide au sévrage tabagique. D'accord. Les patchs dont vous avez parlé, c'est le seul moyen de prise en charge dont vous disposez la prise en charge psychologique? Oui, en fait, c'est un ensemble global. Les patchs font partie de cet ensemble. Quels sont les moyens dont vous disposez pour les prendre en charge? Pour les prendre en charge, donc, ce sont les médicaments. Ça, c'est les moyens médicamenteux, comme je vous ai dit, les patchs, les gommes. Il y a la psychothérapie. Et il y a aussi le suivi rapproché des consultations avec ces patients. Globalement, c'est ça dont on dispose. Et il y a l'accompagnement psychologique aussi, parce qu'au début, quand il y a ce qu'on appelle, les Anglais appellent ça le craving, le syndrome de sevrage. Quand la personne va arrêter, il y a des troubles psychiques, comme on peut le dire, des hallucinations, des délires, des cauchemars. Tout ça, il faut suivre le patient, il faut l'amener, qu'il comprenne que c'est dû à l'effet de la nicotine. C'est des choses qui vont partir après. Et deux fois, il faut s'aider aussi des psychologues, des psychiatres. Il y a ce qu'on appelle l'addictologie, pour les aider aussi à arrêter. Dites-nous donc quel impact le tabagisme peut avoir sur les fumeurs et les non-fumeurs? L'impact, il faut le voir sur plusieurs angles. Il y a l'impact sanitaire. L'impact sanitaire n'est plus à démontrer. Il a dit, c'est responsable, si on peut le dire, de plusieurs maladies. Et il y a les cancers que comprennent de la tête jusqu'aux pieds, la bouche, les poumons, le cœur, les organes génitaux, les pieds. Tous ces organes peuvent être touchés. Il y a ce qu'on appelle aussi les maladies. Aujourd'hui, quand on est jeune, on est bien portant, on achète soi-même sa maladie. À la longue, quand on ira à la retraite, il y a ce qu'on appelle la BPCO. Et c'est ce genre de malades que nous avons dans nos services. La fumée détruit ses poumons. Quand vous partez à la retraite, votre organisme n'a plus la force d'avant. Donc, vous êtes faible. C'est ça qu'on appelle l'immunité. Vous êtes faible. Maintenant, la cigarette, la fumée réclame son dû. Les individus, les patients ont des difficultés pour respirer. Il leur faut de l'oxygène et ils sont tout le temps alités à l'hôpital à cause de l'oxygène. C'est ce qu'on appelle l'OLD, l'oxygène à longue durée. Et ces appareils, des fois, la personne est obligée de payer un appareil qui va lui donner l'oxygène à la maison. C'est des appareils qui coûtent excessivement cher. Ça va dans les 500, 600 000, 700 000 si tu en arrives à trouver ici. Donc, à la longue, et puis tu es à la retraite, tu n'as plus un revenu financier. Vous voyez, ça c'est l'impact, ça c'est les maladies. En plus de ça, si vous avez une maladie, si vous fumez, ça aggrave cette maladie. C'est vraiment un facteur d'aggravation des maladies préexistantes. Si on prend les femmes qui fument, les femmes, que ce soit enceintes ou bien surtout chez les femmes, dans notre contexte, c'est le tabagisme passif. C'est généralement les maris qui fument. Voilà, justement, j'allais poser la question. Qu'en est-il de ces genres de personnes qui sont exposées à la fumée mais qui ne fument pas? Voilà, c'est ça le tabagisme passif. C'est plus fréquent ici chez nous. Le mari fume dans la chambre, dans la maison, ou bien il rentre dans la douche, il fume. De toute façon, c'est la fumée. Quand tu as une femme qui est enceinte, il y a des risques d'accouchement prématuré. Il y a des risques d'avoir des enfants, des nouveau-nés de petits poids de naissance. Il y a des risques que l'enfant-là ait des difficultés pour respirer, même pour la croissance, même pour le développement psychologique de l'enfant. Et il y a le risque, ça joue aussi sur la fertilité. C'est très important de le dire, ça joue aussi sur la fertilité. Mais sur le plan économique aussi, peut-être les autres vont me compléter, mais c'est un budget. Aujourd'hui, récemment, je ne sais pas, il va le dire avec... ils ont pu appliquer la loi qui dit de montrer les images sur les paquets de cigarettes. Dieu merci, et ça a pu passer. Maintenant, toutes les anciennes boîtes de cigarettes sont en train d'être retirées. Maintenant, dans les nouvelles formes de cigarettes, si vous voyez, il y a toujours une image.
pour dissuader les gens à ne pas fumer. Soit on va mettre un monsieur qui a un cancer des poumons, de la bouche. C'est des lois dissuasives. Donc, et maintenant, je pense qu'on a augmenté aussi le prix de la cigarette. Quand vous prenez un paquet de cigarettes, même si on prend 500 francs, le mois, ça va vous faire 15 000. 15 000 pour le commun des Nigériens, c'est quelque chose. Donc, sur le plan économique aussi, c'est quelque chose. Maintenant, sur le plan de l'environnement aussi, c'est une intoxication. C'est du monoxyde de carbone qui se déverse dans la nature. Donc, ça a un impact. Les déchets aussi ont un impact. Donc, de façon globale, sur tous les plans, le tabac est nuisible. D'accord. Voilà. Je continue avec vous, docteur. On parle de cigarettes light ou légères. Est-ce qu'elles sont quasiment identiques à celles des cigarettes classiques? Oui. Oui, bon, c'est cette nouvelle forme de cigarette, ça s'appelle électronique. En fait, c'est la même chose, que ça soit électronique, que ça soit light, que ça soit ordinaire. C'est le même risque. Quand on dit light, est-ce que c'est les composants qui diffèrent ou bien pourquoi on les appelle light? Light, c'est comme si c'est de la vapeur. Ici, tu es obligé d'avoir, on met le tabac, on l'enroule, on met un peu de fil, tu es obligé de tirer. Alors que dans l'autre, c'est dans un appareil, tu cliques comment on appelle, le briquet et tu inhales. En fait, c'est la même exposition. Le risque est toujours là. Ce sont les mêmes composants. Vous avez votre nicotine, votre monoxyde de carbone et tout ce qui s'ensuit. Quelle que soit ces formes, le risque est le même. D'accord. Monsieur Saouna, vous voulez réagir? Oui, je voulais dire quelque chose. D'abord, madame, je vais vous dire, cette appellation des cigarettes light, cigarettes légères, c'est une aberration. C'est une manipulation psychologique du fumeur. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui fume Rossmann, ok? Oui. Il dit, bon, maintenant, il y a une nouvelle cigarette light. J'abandonne Rossmann pour la cigarette light. Mais comme l'a dit le docteur, quand tu prends ta cigarette, il y a une dose normale de nicotine que ton cerveau a besoin pour que tu sois gay et que tu sois tranquille. Alors, quand tu viens à la cigarette light, si en prenant Rossmann, tu fumes 2, quand tu viens au light, tu vas fumer 10 pour avoir les mêmes sentiments que tu as ici avec 2. Là, tu as une double perte. Non seulement tu fumes beaucoup, ça veut dire que tu achètes beaucoup. Donc, c'est même une manipulation psychologique du fumeur en le faisant croire qu'une cigarette serait plus bonne qu'une autre. Comme l'a dit le docteur, il n'y a pas de bonne cigarette. Et la cigarette, il l'a dit, le tabac, de la feuille jusqu'à la cigarette électronique, c'est le seul produit au monde qui n'a rien d'utile. Il n'y a rien dans le monde où on utilise les feuilles du tabac pour produire quelque chose de bien pour l'humain. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, de bout en bout, c'est vraiment négatif. Maintenant, plus tard, je vais revenir sur la question économique qu'il a annoncé. C'est un peu pour rajouter, si vous le permettez. Par exemple, si vous prenez sur le paquet, il est indiqué 1 ou 0,2 mg sur le paquet. Mais en réalité, c'est faux. Comme il l'a dit, c'est les industries du tabac. En 1992, une étude a contrôlé un peu. Là où ils mettent 1 ou 0,2 mg de nicotine, quand ils ont contrôlé, on a trouvé plus de 12 mg. Donc, on fait tout pour que les fumeurs soient dépendants. Donc, c'est comme il a dit, c'est les manipulations des industries du tabac. J'en ajoute aussi. C'est-à-dire, et là maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils ajoutent de l'ammoniac. L'ammoniac a pour rôle de faire dissoudre rapidement la nicotine dans l'esprit. Avant, la personne peut fumer 1, 2 cigarettes et abandonner. Aujourd'hui, si tu commences à fumer 1, 2, 3, 4, tu es addicté. Parce qu'ils ont mis des produits, des composantes pour accélérer la dépendance des personnes, pour gagner beaucoup plus d'argent. Sur les 1,3 milliard de fumeurs dans le monde, plus de 80 vivent dans
des pays à faible revenu ou intermédiaire, là où la charge de morbidité et de mortalité liée au tabac est la plus lourde. Comment expliquez-vous ce phénomène? Pourquoi c'est justement dans ces pays à faible revenu que les gens consomment plus le tabac? D'abord, je vais vous dire, il y a un lien étroit entre la cigarette et la pauvreté et la consommation du tabac. Une étude a montré à travers le monde, et nous avons fait cette même étude ici au Niger, je crois, en 2008, si ma mémoire est bonne, où on avait pris toutes les catégories de personnes et on s'était aperçu que ce sont les plus pauvres qui fument. Aujourd'hui, dès que la personne a un certain niveau, docteur, professeur, machin, dès que la personne a une vie normale, il ne fume pas. Et parmi les plus pauvres, vous comptez les enfants, parce qu'ils ne sont pas dans la production. Et donc, voilà qui explique, mais aussi, je l'ai dit en amont, parce qu'il n'y a pas de mesures. Dans les pays en voie de développement, les gouvernements sont encore focalisés sur les maladies transmissibles. On s'occupe du palu, on s'occupe de ceci, on s'occupe de cela, et on considère que la cigarette, ce n'est pas encore nous. Mais aussi, il y a l'aspect financier. Nos pays pensent qu'avec le prélèvement des taxes sur les cigarettes, qu'ils gagnent de l'argent. Mais je voulais revenir quand même sur 2 points assez importants qu'il a dit. Et pour ça, il faut saluer vraiment le gouvernement. La loi qui a été adoptée depuis 2006, il a fallu 7 années pour que les avertissements sanitaires puissent être sur les paquets de cigarettes. Et c'est une très bonne chose. Ce faisant, le Niger rentre dans la catégorie des pays qui se sont fermement engagés. Parce qu'il est clair, moi j'en ai vu aujourd'hui, des gens qui achètent le paquet, l'ancien paquet où il n'y a pas les avertissements sanitaires. Un paquet, ils l'achètent à 2000 francs. Alors que celui-là, il est à 500. Tellement qu'ils n'ont pas envie de voir. Et le paquet de cigarettes, aujourd'hui, il n'est plus élégant, il n'est plus joli. Tout le monde a peur de l'exposer. Même quand tu l'as, tu la caches. Parce que ça fait peur à l'enfant, ça fait peur à la femme, ça fait peur à l'entourage. L'effet à long terme, c'est qu'on tend vers la dénormalisation de la cigarette. Pour qu'elle ne soit plus perçue comme quelque chose de bien, mais qu'elle soit perçue comme quelque chose de dangereux. Parce qu'un enfant, tu vois son père avec un paquet aussi horrible, il va lui poser des questions. Deuxième chose sur laquelle le gouvernement, à partir de cette année, a fait du progrès, on s'est battu depuis plusieurs années autour de ça. Depuis 2017, la CEDEAO a adopté une directive qui demandait aux États d'adopter ce qu'on appelle la taxe spécifique. C'est-à-dire c'est une taxe quand on amène la cigarette. Après avoir réglé toutes les formalités de douane, il est imposé une taxe spécifique de 240 francs sur chaque paquet de cigarettes. Si on l'a répandu sur les tiges, ça fait à peu près 10 francs sur chaque tige de cigarette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi des finances de cette année qui vient d'être adoptée par le gouvernement, la cigarette, si les dispositions sont correctement appliquées, la cigarette va passer de 500 à 2500, voire 3000 le paquet. Et on sait bien, le revenu normal des Nigériens, personne ne s'offrira ce luxe. Quand tu vas fumer, tu vas réfléchir 2 fois. Est-ce qu'il faut aller acheter un paquet de cigarettes à 3000 ou bien d'aller acheter autre chose qui est plus utile pour moi et pour ma famille? Et cette mesure, à travers le monde, c'est la mesure qui a été identifiée la plus efficace pour changer la courbe par rapport à la consommation du tabac. Dans tous les pays du monde où on a remarqué une régression, il y a les autres mesures telles que les avertissements sanitaires et les interdictions de la publicité, mais c'est une fois on a augmenté les taxes et que cela ait une incidence sur le coût qu'on a constaté une tendance à la baisse. Donc franchement, c'est une mesure extrêmement importante. Mais aussi ce que ça va imposer, c'est que nous allons continuer le combat pour que l'État, dans la manne d'argent qu'ils vont avoir de manière exceptionnelle avec cette taxation, de mettre les moyens à la disposition des médecins pour non seulement avoir cet aspect de sévrage tabagique, parce que quand les gens vont arrêter de fumer, il faut les prendre en charge, il faut les accompagner. Mais également pour que les autres structures
qui intervient dans la prise en charge des fumeurs, mais également des malades, pour qu'ils puissent disposer des moyens. Justement, parmi ces mesures, le Niger a adopté une loi anti-tabac en 2006, vous l'avez déjà dit, et depuis 2008, le décret portant application de la loi anti-tabac qui proscrit de fumer dans les lieux publics, fermés ou clôturés, les lieux de travail, de prière ou dans les hôpitaux. Est-ce que cette loi est respectée dans ces endroits? C'est plus ou moins respecté aujourd'hui quand vous prenez... En 2022, est-ce que ça a donné des résultats? Ça a donné des résultats, mais c'est de manière empirique que je peux le dire, parce qu'on n'a pas fait une étude spécifique autour de ça. Mais je sais qu'aujourd'hui, par constatation arbitraire, on voit de plus en plus les gens ne fument pas sur les lieux de travail. Même les fumeurs, ils ne fument plus dans leur bureau. Quand ils commencent, c'est tellement dégueulasse que les gens... Vous remarquerez qu'aujourd'hui, dans toutes les salles de spectacle, les salles de conférence au Niger, les gens ne fument pas. Et depuis 2019, les nouveaux hôtels, comme Radisson et autres qui ont été construits, ils ont la disposition interdiction de fumer ni dans les chambres, ni dans l'enceinte de l'hôtel, même s'il y a quelques tricheries possibles. Donc, le lieu où, malheureusement, ça continue, parce qu'il est interdit de fumer dans les moyens de transport public. Il est interdit de fumer dans les taxis. Il est interdit de fumer dans les bus. Il est interdit de fumer dans les Faba et consorts. Je sais que dans les bus, c'est respecté. Dans les Faba, compte tenu des populations qui les empruntent, il y a toujours des rebelles, des gens qui vont transgresser les lois. Dans les taxis aussi, ça crée beaucoup de conflits. J'ai pas mal fois vu ou entendu des gens qui demandent au taximan « Arrête-toi, je descends si tu n'éteins pas ta cigarette. » Mais est-ce qu'il y a des sanctions en cas de non-respect de cette loi? La loi a prévu des sanctions. Ça va des amendes jusqu'à une condamnation pénale. Oui, mais comment on peut dénoncer? Par exemple, quand on voit une personne qui fume dans un endroit public, un endroit interdit de fumer, comment est-ce qu'on peut... Il y a deux effets à ce niveau. Il y a la dénonciation citoyenne. Toi, aujourd'hui, quelqu'un rentre, il fume, tu peux saisir la police de la circulation pour lui dire vraiment, voilà, moi je suis une femme, avec mon enfant, il y a un monsieur, il fume. Les policiers peuvent l'amender sur place. C'est de 5 000 à je ne sais combien là. Mais si encore il récidive, la même personne, on le reprend encore ailleurs, le policier peut faire un PV et le mettre à la disposition du procureur. Mais est-ce que cette loi est respectée? Parce Justement, que nous constatons quand même que des gens fument un peu partout. Malheureusement, à ce niveau, il y a des insuffisances. Mais ces insuffisances-là, je crois qu'aujourd'hui, il y a une très bonne disposition pour aller vers la révision de la loi. On s'est rendu compte, la loi, elle date de 2006, il y a des insuffisances. Nous, on a fait un plaidoyer de 2018 à 2020. C'est parti jusqu'à l'Assemblée nationale. Malheureusement, à l'époque, les gens ne nous ont pas compris. Le ministère de la Santé n'a pas accompagné le processus, mais aujourd'hui, j'ai la ferme conviction, ils se sont rendus compte de la limite objective de cette loi à cause justement des dispositions qui existent, mais qu'on ne peut pas appliquer parce qu'on n'a pas mis un certain nombre de garde-fous. Et je pense que très bientôt, nous allons vers la mise en place d'un comité et vers donc une révision globale de la loi. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, avec les nouvelles dispositions que je viens de dire, le Niger rentre vraiment dans le top des pays qui se sont résolument engagés. Maintenant, il faut veiller parce que l'industrie est capable d'organiser un système pour que l'État, au lieu d'avoir les recettes programmées, qu'il n'arrive pas à les avoir et revenir sur l'ancienne taxation, ce qui serait vraiment une régression. Mais c'est eux qui vont l'organiser. Monsieur Samna, où en est-on avec la loi de ne pas fumer au sein des établissements scolaires? Vous savez, contrairement à mon frère tout à l'heure, moi j'ai dit que cette loi existe, mais elle n'est pas appliquée. Quand vous voulez appliquer une loi comme celle-là pour interdire de fumer, il va falloir prendre des dispositions pour que ceux-là qui persistent dans leur désir de fumer puissent avoir des endroits aménagés. Or, au Niger, vous savez, jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau. Parce que moi, rien qu'hier, j'étais dans un lieu public, c'était un ministère. Les gens descendent des étages maintenant pour se retrouver au rez-de-chaussée et fumer. Or, même étant dans la cour du ministère, vous êtes encore dans un milieu public. Donc, en fumant, vous voyez, comme le docteur l'a expliqué, vous allez également faire en sorte que l'autre aussi fume avec vous sans qu'il ne soit acteur. Donc,
qu'il va être aussi donc un fumeur passif. Donc la loi, pour qu'elle puisse être appliquée, il faut qu'il y ait vraiment des mesures dans les cours des écoles. Souvent, parce que encore on n'est pas arrivé à sensibiliser suffisamment la population. Vous pouvez trouver un enseignant, je trouve pas trop quoi. Il pense qu'il peut se permettre de prendre une petite cigarette pour se stimuler et pouvoir avoir plus de tonus et faire les cours. Nous en avons vu des cas, à la limite, le professeur, qu'est-ce qu'il ne fait pas? Il ne prime pas seulement dans la classe, mais il sort dans la cour et il se met donc, il prend sa cigarette, et il fume sa cigarette et revient. C'est toujours l'école, donc c'est toujours le milieu public. Tout à l'heure, mon frère a expliqué. Et même la vente ne devrait pas être faite vraiment dans une superficie bien donnée. Donc, il parle de 1000 mètres carrés, je crois, si j'ai bien saisi. Donc, vous voyez, donc sortir de ta classe, te mettre dans la cour en train de fumer, c'est toujours fumer dans le milieu public. Donc, au niveau de l'école, en fait, vraiment, il faut le dire clairement, nous ne sommes pas encore arrivés à ça. Pour pouvoir vraiment atteindre ce niveau, il faut qu'au niveau de peut-être chaque école, chaque ministère, au niveau des lieux publics, il faut qu'on arrive à avoir des endroits pour leur permettre de s'isoler. Or, aujourd'hui, cela n'est pas possible. Et l'autre aspect également, vous savez, la religion également, là, et la religion fait en sorte que souvent, quand nous devrons dénoncer, on trouve que c'est comme si on a été méchant. Et que j'ai dénoncé, on a pris X. Voilà, la tolérance. J'ai dénoncé, on a pris X, on l'a amené en prison. La communauté ne comprendra pas. On dira que vraiment, nous ne sommes pas sociaux, il faut être tolérant, il faut être ceci. Vous voyez? Alors que quand il s'agit de la loi, c'est la loi. Donc elle devrait être dure et appliquée fortement contre tous ceux qui violent la loi. Il faut qu'on sente la volonté politique. La volonté politique, c'est vrai, c'est les textes. Mais la volonté politique également, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire c'est les ressources qu'on peut mettre à la disposition des différents acteurs, des différentes structures qui interviennent dans ce domaine de façon à faire en sorte que vraiment le fléau puisse reculer. Effectivement, dans la loi, c'était prévu. Mais plus tard, quand il y a eu les directives de l'application de la convention cadre, dont est issue justement la loi là, on s'était rendu compte, les experts à travers le monde, que c'est pas une bonne chose. L'interdiction doit être totale. Mais une fois on dit on va créer une zone fumeur, ça ne réduit pas, on n'atteint pas l'objectif. Mais si le ministère, si le directeur de l'école, je vais vous dire quelque chose. Les années dernières, nous avons demandé au ministère de l'enseignement, le ministère de l'éducation nationale et le ministère des enseignements, les ministères de l'éducation de manière générale, de faire des notes circulaires pour rappeler aux directeurs d'école, aux inspecteurs, aux directeurs régionaux, aux directeurs départementaux, les dispositions portant interdiction de fumer dans les lieux, dans les écoles, mais également des ventes de cigarettes dans les écoles. Vous le savez mieux que moi, que ce sont vos gardiens, les gardiens des écoles qui sont les vendeurs de cigarettes aux enfants. C'est connu de tous. C'est le gardien de l'école, c'est lui qui a le tablier, ou bien c'est sa femme. C'est ça, c'est eux qui vendent la cigarette. Mais ça, au moins, le directeur de l'école peut l'interdire. Au moins ça, il peut l'interdire. Maintenant, l'autre aspect, quand nous-mêmes on était jeunes, on a connu nos professeurs. Pendant qu'ils dispensent le cours, il avait la cigarette. Et ils en prenaient même avec nous. Oui, mais qu'est-ce qui est fait? Mais aujourd'hui, cette tendance a baissé. Honnêtement, je pense que ça va être très difficile aujourd'hui qu'un professeur au collège ou au lycée s'aventure à fumer pendant les cours devant les élèves. Parce que même les élèves, maintenant, ils sont informés. D'accord. Je voudrais juste répondre pour dire ceci. Vous savez, il y a effectivement la loi, les dispositions de la loi, et il y a la réalité dans le terrain. Vraiment, je garde espoir. Je pense que nous sommes sur la bonne voie à travers donc vraiment cette loi adoptée par le gouvernement. Et je suis d'accord qu'il y a nécessité de revoir certains aspects pour pouvoir vraiment l'adapter au contexte. Mais vraiment, il nous reste beaucoup de choses à faire pour arriver à l'interdiction réelle. D'accord. Docteur, quelle est la meilleure façon de prévenir le tabagisme? Sur quoi faudra-t-il mettre l'accent? Merci. Donc, moi, je pense que c'est un problème qui est multifactoriel.
Le premier accent, c'est la sensibilisation. Vaut mieux prévenir que guérir. Il faut mettre l'accent sur la sensibilisation, surtout sur la jeunesse. Il faut que tous les acteurs s'y mettent pour que ça réussisse. Ce n'est pas l'affaire de la santé. Vraiment, c'est multifactoriel. Il faut qu'on mette l'accent. La jeunesse est devenue accro à la chicha. Ça, c'est vraiment le grand point. Le deuxième point, par exemple, nous, en matière de santé, peut-être on doit faire un plaidoyer au niveau de notre ministère de tutelle pour qu'il nous aide à ouvrir, à équiper nos centres d'aide au sévrage tabagique et pour que la prise en charge revienne moins chère au commun des Nigériens. Voilà, nous sommes au terme de ce forum qui a traité sur le thème l'impact de la consommation du tabac sur la santé. Merci à vous, chers invités, de nous avoir honorés de votre présence. Merci également à vous, chers téléspectateurs. À la présentation, c'était Rafika Taher, à la technique Seini Isaka et à la régie vidéo Issa Lawali.